Bonjour, bienvenue sur La Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour, je l'espère, la dernière lecture de Mémoires de deux jeunes mariés de Balzac. Et avant de commencer, je voulais d'abord vous présenter mes excuses parce que la dernière lecture est pourvue d'un effet comique qui n'était pas recherché, mais que je pressentais malgré tout et je ne me suis pas écoutée. Effectivement, le micro était mal placé et donc vous suivez le mouvement de mes cheveux avec un petit peu trop de précision et ça doit être dérangeant pour l'écoute du texte. Donc veuillez m'excuser. Évidemment, je remédierai à cela. Je vais enregistrer une nouvelle lecture. Mais en attendant, je vais la laisser avec cet effet comique qui me fait penser à Singing in the Rain, le film avec Gene Kelly où on assiste au début du cinéma parlant et aux problèmes de micro à régler. Voilà, je fais mes débuts aussi et même si j'ai déjà essuyé quelques difficultés avec le son, je n'ai pas encore fait mes armes apparemment, donc je m'excuse et enfin veuillez m'excuser, je recommencerai cette vidéo évidemment. Voilà, donc je commence tout de suite le chapitre 54 de Madame Gaston à la comtesse de l'Estorade. 20 mai. René, le malheur est venu, non, il a fondu sur ta pauvre Louise avec la rapidité de la foudre, et tu me comprends. Le malheur pour moi, c'est le doute. La conviction, ce serait la mort. Avant-hier, après ma première toilette, en cherchant partout Gaston pour faire une petite promenade avant le déjeuner, je ne l'ai point trouvé. Je suis entrée à l'écurie, j'y ai vu sa jument trempée de sueur et à laquelle le groom enlevait à l'aide d'un couteau des flocons d'écume avant de l'essuyer. Qui donc a pu mettre Fedelta dans un pareil état, ai-je dit. Monsieur, a répondu l'enfant. J'ai reconnu sur les jarrets de la jument la boue de Paris, qui ne ressemble point à la boue de la campagne. Il est allé à Paris, ai-je pensé. Cette pensée en a fait jaillir 1000 autres dans mon cœur et y a attiré tout mon sang. Aller à Paris sans me le dire, prendre l'heure où je le laisse seul, y courir et en revenir avec tant de rapidité que Fedelta soit presque fourbu. Le soupçon m'a serré de sa terrible ceinture à m'en faire perdre la respiration. Je suis allée à quelques pas de là, sur un banc, pour tâcher de reprendre mon sang-froid. Gaston m'a surprise ainsi, blême, effrayante à ce qu'il paraît, car il m'a dit « Qu'as-tu » si précipitamment et d'un son de voix si plein d'inquiétude que je me suis levée et lui ai pris le bras. Mais j'avais les articulations sans force et j'ai bien été contrainte de me rasseoir. Il m'a prise alors dans ses bras et m'a emportée à 2 pas de là dans le parloir où tous nos gens effrayés nous ont suivis. Mais Gaston les a renvoyés par un geste. Quand nous avons été seuls, j'ai pu, sans vouloir rien dire, gagner notre chambre où je me suis enfermée pour pouvoir pleurer à mon aise. Gaston s'est tenu pendant 2 heures environ, écoutant mes sanglots, interrogeant avec une patience d'ange sa créature qui ne lui répondait point. « Je vous reverrai quand mes yeux ne seront plus rouges et quand ma voix ne tremblera plus, » lui ai-je dit enfin. Le vous l'a fait bondir hors de la maison. J'ai pris de l'eau glacée pour baigner mes yeux, j'ai rafraîchi ma figure, la porte de notre chambre s'est ouverte, je l'ai trouvé là, revenu sans que j'eusse entendu le bruit de ses pas. « Qu'as-tu » m'a-t-il demandé. « Rien, lui dis-je. J'ai reconnu la boue de Paris au jarret fatigué de Fedelta, je n'ai pas compris que tu y allasses sans m'en prévenir. Mais tu es libre. Ta punition pour tes doutes si criminels sera de n'apprendre mes motifs que demain, a-t-il répondu. Regarde-moi, lui ai-je dit. J'ai plongé mes yeux dans les siens, l'infini a pénétré l'infini. Non, je n'ai pas aperçu ce nuage que l'infidélité répand dans l'âme et qui doit altérer la pureté des prunelles. J'ai fait la rassurer, encore que je restasse inquiète. Les hommes savent, aussi bien que nous, tromper, mentir. Nous ne nous sommes plus quittés. Ô cher, combien par moment, en le regardant,
Je me suis trouvée indissolublement attachée à lui. Quels tremblements intérieurs m'agitèrent quand il reparut après m'avoir laissée seule pendant un moment. Ma vie est en lui et non en moi. J'ai donné de cruels démentis à ta cruelle lettre. Ai-je jamais senti cette dépendance avec ce divin espagnol pour qui j'étais ce que cet atroce bambin est pour moi? Combien je hais cette jument! Quelle niaiserie à moi d'avoir eu des chevaux! Mais il faudrait aussi couper les pieds à Gaston ou le détenir dans le cottage. Ces pensées stupides m'ont occupée, juge par là de ma déraison. Si l'amour ne lui a pas construit une cage, aucun pouvoir ne saurait retenir un homme qui s'ennuie. T'ennuyais-je? Lui ai-je dit à brûle-pourpoint. Comme tu te tourmentes sans raison, m'a-t-il répondu, les yeux pleins d'une douce pitié. Je ne t'ai jamais tant aimé. Si c'est vrai, mon ange adoré, lui ai-je répliqué, laisse-moi faire vent de Fedelta. Vent, a-t-il dit. Ce mot m'a comme écrasé. Gaston a eu l'air de me dire, toi seul es riche ici, je ne suis rien, ma volonté n'existe pas. S'il ne l'a pas pensé, j'ai cru qu'il le pensait. Et de nouveau, je l'ai quitté pour m'aller coucher. La nuit était venue. Oh René, dans la solitude, une pensée ravageuse vous conduit au suicide. Ces délicieux jardins, cette nuit étoilée, cette fraîcheur qui m'envoyait par bouffées l'encens de toutes nos fleurs, notre vallée, nos collines, tout me semblait sombre, noir et désert. J'étais comme au fond d'un précipice au milieu des serpents, des plantes vénéneuses. Je ne voyais plus de Dieu dans le ciel. Après une nuit pareille, une femme a vieilli. Prends Fedelta, cours à Paris, lui ai-je dit le lendemain matin. Ne la vendons point. Je l'aime, elle te porte. Il ne s'est pas trompé néanmoins à mon accent où perçait la rage intérieure que j'essayais de cacher. Confiance, a-t-il répondu en me tendant la main par un mouvement si noble et en me lançant un si noble regard que je me suis sentie aplatie. Nous sommes bien petites, me suis-je écriée. Non, tu m'aimes et voilà tout, a-t-il dit en me pressant sur lui. Va à Paris sans moi, lui ai-je dit en lui faisant comprendre que je me désarmais de mes soupçons. Il est parti, je croyais qu'il allait rester. Je renonce à te peindre mes souffrances. Il y avait en moi-même une autre moi que je ne savais pas pouvoir exister. D'abord, ces sortes de scènes, ma chère, ont une solennité tragique pour une femme qui aime, que rien ne saurait exprimer. Toute la vie vous apparaît dans le moment où elle se passe, et l'œil n'y aperçoit aucun horizon. Le rien est tout, le regard est un livre, la parole charrie des glaçons, et dans un mouvement de lèvres, on lit un arrêt de mort. Je m'attendais à du retour, car m'étais-je montrée assez noble et grande. J'ai monté jusqu'en haut du chalet et je l'ai suivi des yeux sur la route. Ah, ma chère Renée, je l'ai vu disparaître avec une affreuse rapidité. Comme il est court, pensais-je involontairement. Puis, une fois seule, je suis retombée dans l'enfer des hypothèses, dans le tumulte des soupçons. Par moments, la certitude d'être trahie me semblait être un baume comparé aux horreurs du doute. Le doute est notre duel avec nous-mêmes, et nous nous y faisons de terribles blessures. J'allais, je tournais dans les allées, je revenais au chalet, j'en sortais comme une folle. Parti sur les 7 heures, Gaston ne revint qu'à 11 heures. Et comme, par le parc de Saint-Cloud et le bois de Boulogne, une demi-heure suffit pour aller à Paris, il est clair qu'il avait passé 3 heures dans Paris. Il entra triomphant en m'apportant une cravache en caoutchouc dont la poignée est en or. Depuis 15 jours, j'étais sans cravache. La mienne, usée et vieillie, s'était brisée. « Voilà pourquoi tu m'as torturée ?» lui ai-je dit en admirant le travail de ce bijou qui contient une cassolette au bout. Puis je compris que ce présent cachait une nouvelle tromperie. Mais je lui sautai promptement au cou, non sans lui faire de doux reproches pour m'avoir imposé de si grands tourments pour une bagatelle. Il se crut bien fin. Je vis alors dans son maintien, dans son regard, cette espèce de joie intérieure qu'on éprouve en faisant réussir une tromperie. Il s'échappe comme une lueur de notre âme, comme un rayon de notre esprit qui se reflète dans les traits, qui se dégage avec les mouvements du corps. En admirant cette jolie chose, je lui demandai dans un moment où nous nous regardions bien, « Qui t'a fait cette œuvre d'art ?» « Un artiste de mes amis. »« Ah, Verdier l'a montée, » ajoutai-je en lisant le nom du marchand imprimé sur la cravache. Gaston est resté très enfant, il a rougi. Je l'ai comblé de caresses pour le récompenser d'avoir eu honte de me tromper. Je fis l'innocente et il a pu croire tout fini. 25 mai.
Le lendemain, vers 6 heures, je mis mon habit de cheval et je tombai à 7 heures chez Verdier, où je vis plusieurs cravaches de ce modèle. Un commis reconnut la mienne, que je lui montrai. « Nous l'avons vendue hier à un jeune homme, me dit-il. » Et sur la description que je lui fis de mon fourbe de Gaston, il n'y eut plus de doute. Je te fais grâce des palpitations de cœur qui me brisaient la poitrine en allant à Paris et pendant cette petite scène où se décidait ma vie. Revenu à 7h30, Gaston me trouva pimpante en toilette du matin, me promenant avec une trompeuse insouciance et sûr que rien ne trahirait mon absence, dans le secret de laquelle je n'avais mis que mon vieux Philippe. Gaston, lui dis-je, en tournant autour de notre étang, je connais assez la différence qui existe entre une œuvre d'art unique, faite avec amour pour une seule personne, et celle qui sort d'un moule. Gaston devint pâle et me regarda lui présenter la terrible pièce à conviction. Mon ami, lui dis-je, ce n'est pas une cravache, c'est un paravent derrière lequel vous abritez un secret. Là-dessus, ma chère, je me suis donné le plaisir de le voir s'entortillant dans les charmilles du mensonge et les labyrinthes de la tromperie sans en pouvoir sortir, et déployant un art prodigieux pour essayer de trouver un mur à escalader, mais contraint de rester sur le terrain devant un adversaire qui consentit enfin à se laisser abuser. Cette complaisance est venue trop tard, comme toujours dans ces sortes de scènes. D'ailleurs, j'avais commis la faute contre laquelle ma mère avait essayé de me prémunir. Ma jalousie s'était montrée à découvert et établissait la guerre et ses stratagèmes entre Gaston et moi. Ma chère, la jalousie est essentiellement bête et brutale. Je me suis alors promis de souffrir en silence, de tout espionner, d'acquérir une certitude et d'en finir alors avec Gaston ou de consentir à mon malheur. Il n'y a pas d'autre conduite à tenir pour les femmes bien élevées. Que me cache-t-il? Car il me cache un secret. Ce secret concerne une femme. Est-ce une aventure de jeunesse de laquelle ils rougissent? Quoi? Ce quoi, ma chère, est gravé en 4 lettres de feu sur toute chose. Je lis ce fatal mot en regardant le miroir de mon étang à travers mes massifs, aux nuages du ciel, au plafond, à table, dans les fleurs de mes tapis. Au milieu de mon sommeil, une voix me crie « Quoi ?» À compter de cette matinée, il y eut dans notre vie un cruel intérêt, et j'ai connu la plus âcre des pensées qui puissent corroder notre cœur, être à un homme que l'on croit infidèle. Oh ma chère, cette vie tient à la fois à l'enfer et au paradis. Je n'avais pas osé poser le pied dans cette fournaise, moi jusqu'alors si saintement adorée. Ah, tu souhaitais un jour de pénétrer dans les sombres et ardents palais de la souffrance, me disais-je. Eh bien, les démons ont entendu ton fatal souhait. Marche, malheureuse. 30 mai. Depuis ce jour, Gaston, au lieu de travailler mollement et avec le laisser-aller de l'artiste riche qui caresse son œuvre, se donne des tâches comme l'écrivain qui vit de sa plume. Il emploie 4 heures tous les jours à finir 2 pièces de théâtre. Il lui faut de l'argent. Cette pensée me fut soufflée par une voix intérieure. Il ne dépense presque rien, et comme nous vivons dans une absolue confiance, il n'est pas un coin de son cabinet où mes yeux et mes doigts ne puissent fouiller. Sa dépense par an ne se monte pas à 2000 francs. Je lui sais 30 000 francs moins amassés que mis dans un tiroir. Au milieu de la nuit, je suis allée pendant son sommeil voir si la somme y était toujours. Quel frisson glacial m'a saisi en trouvant le tiroir vide. La même semaine, j'ai découvert qu'il va chercher des lettres à Sèvres. Il doit les déchirer aussitôt après les avoir lues, car malgré mes inventions de Figaro, je n'en ai point trouvé de vestiges. Hélas, mon ange, malgré mes promesses et tous les beaux serments que je m'étais faits à moi-même, à propos de la cravache, un mouvement d'âme qu'il faut appeler folie m'a poussé et je l'ai suivi dans une de ses courses rapides au bureau de la poste. Gaston fut terrifié d'être surpris à cheval, payant le port d'une lettre qu'il tenait à la main. Après m'avoir regardé fixement, il a mis Fedelta au galop par un mouvement si rapide que je me sentis brisée en arrivant à la porte du bois dans un moment où je croyais ne pouvoir sentir aucune fatigue corporelle, tant mon âme souffrait. Là, Gaston ne me dit rien, il sonne et attend, sans me parler. J'étais plus morte que vive. Ou j'avais raison ou j'avais tort, mais dans les 2 cas, mon espionnage était indigne d'Armande Louise-Marie de Chaulieu. Je roulais dans la fange sociale au-dessous de la grisette, de la fille mal élevée, côte à côte avec les courtisanes, les actrices, les créatures sans éducation. Quelle souffrance!
Enfin, la porte s'ouvre. Il remet son cheval à son groom et je descends alors aussi, mais dans ses bras. Il me l'étend. Je relève mon Amazone sur mon bras gauche, je lui donne le bras droit et nous allons. Toujours silencieux. Les 100 pas que nous avons faits ainsi peuvent me compter pour 100 ans de purgatoire. À chaque pas, des milliers de pensées presque visibles, voltigeant en langue de feu sous mes yeux, me sautaient à l'âme, ayant chacune un dard, une épingle, un venin différent. Quand le groom et les chevaux furent loin, j'arrête Gaston, je le regarde et, avec un mouvement que tu dois voir, je lui dis, en lui montrant la fatale lettre qu'il tenait toujours dans sa main droite, « Laisse-la moi lire. » Il me la donne, je la décachette et lis une lettre par laquelle Nathan, l'auteur dramatique, lui disait que l'une de nos pièces reçues, apprises et mises en répétition allait être jouée samedi prochain. La lettre contenait un coupon de loge. Quoique pour moi ce fût aller du martyre au ciel, le démon me criait toujours, pour troubler ma joie, « Où sont les 30 000 francs ?» Et la dignité, l'honneur, tout mon ancien moi, m'empêchait de faire une question. Je l'avais sur les lèvres. Je savais que si ma pensée devenait une parole, il fallait me jeter dans mon étang. Et je résistais à peine au désir de parler. Ne souffrais-je pas alors au-dessus des forces de la femme? « Tu t'ennuies, mon pauvre Gaston, lui dis-je en lui rendant la lettre. Si tu veux, nous reviendrons à Paris. » « À Paris, pourquoi ?» dit-il. J'ai voulu savoir si j'avais du talent et goûter au punch du succès. Au moment où il travaillera, je pourrais bien faire l'étonner en fouillant dans le tiroir et n'y trouvant pas ces 30 000 francs. Mais n'est-ce pas aller chercher cette réponse? J'ai obligé tel ou tel ami, qu'un homme d'esprit comme Gaston ne manquerait pas de faire. Ma chère, la morale de ceci est que le beau succès de la pièce à laquelle tout Paris court en ce moment nous est dû, quoique Nathan en ait toute la gloire. Je suis une des 2 étoiles de ce mot. Et, messieurs, j'ai vu la première représentation, cachée au fond d'une loge d'avant-scène au rez-de-chaussée. 1er juillet. Gaston travaille toujours et va toujours à Paris. Il travaille à de nouvelles pièces pour avoir le prétexte d'aller à Paris et pour se faire de l'argent. Nous avons 3 pièces reçues et 2 de demandées. Oh ma chère, je suis perdue. Je marche dans les ténèbres, je brûlerai ma maison pour y voir clair. Que signifie une pareille conduite? A-t-il honte d'avoir reçu de moi la fortune? Il a l'âme trop grande pour se préoccuper d'une pareille niaiserie. D'ailleurs, quand un homme commence à concevoir de ses scrupules, ils lui sont inspirés par un intérêt de cœur. On accepte tout de sa femme, mais l'on ne veut rien avoir de la femme que l'on pense quitter ou qu'on n'aime plus. S'il veut tant d'argent, il a sans doute à le dépenser pour une femme. S'il s'agissait de lui, ne prendrait-il pas dans ma bourse sans façon? Nous avons 100 000 francs d'économie. Enfin, ma belle biche, j'ai parcouru le monde entier des suppositions et, tout bien calculé, je suis certaine d'avoir une rivale. Il me laisse. Pour qui? Je veux la voir. 10 juillet. J'ai vu clair, je suis perdue. Oui, René. À 30 ans, dans toute la gloire de la beauté, riche des ressources de mon esprit, parée des séductions de la toilette, toujours fraîche, élégante, je suis trahie. Et pour qui? Pour une Anglaise qui a de gros pieds, de gros os, une grosse poitrine, quelques vaches britanniques. Je n'en puis plus douter. Voici ce qui m'est arrivé dans ces derniers jours. Fatigué de douter, pensant que s'il avait secouru l'un de ses amis, Gaston pouvait me le dire, le voyant accusé par son silence, et le trouvant convié par une continuelle soif d'argent au travail, jalouse de son travail, inquiète de ses perpétuelles courses à Paris, j'ai pris mes mesures et ces mesures m'ont fait descendre alors si bas que je ne puis tant rien dire. Il y a 3 jours, j'ai su que Gaston se rend, quand il va à Paris, rue de la Ville-l'Évêque, dans une maison où ses amours sont gardés par une discrétion sans exemple à Paris. Le portier, peu causeur, a dit peu de choses, mais assez pour me désespérer. J'ai fait alors le sacrifice de ma vie, et j'ai seulement voulu tout savoir. Je suis allée à Paris, j'ai pris un appartement dans la maison qui se trouve en face de celle où se rend Gaston, et je l'ai pu voir de mes yeux entrant à cheval dans la cour. Oh, j'ai eu trop tôt une horrible et affreuse révélation. Cette Anglaise, qui me paraît avoir 36 ans, se fait appeler Madame Gaston. Cette découverte a été pour moi le coup
de la mort. Enfin, je l'ai vu allant aux Tuileries avec 2 enfants. Oh ma chère, 2 enfants qui sont les vivantes miniatures de Gaston. Il est impossible de ne pas être frappé d'une si scandaleuse ressemblance. Et quels jolis enfants! Ils sont habillés fastueusement comme les Anglaises savent les arranger. Elle lui a donné des enfants. Tout s'explique. Cette Anglaise est une espèce de statue grecque descendue de quelque monument. Elle a la blancheur et la froideur du marbre. Elle marche solennellement en mère heureuse. Elle est belle, il faut en convenir, mais c'est lourd comme un vaisseau de guerre. Elle n'a rien de fin ni de distingué, certes. Elle n'est pas lady. C'est la fille de quelque fermier d'un méchant village dans un lointain comté, ou la 11e fille de quelque pauvre ministre. Je suis revenue de Paris mourante. En route, 1000 pensées m'ont assailli comme autant de démons. Serait-elle mariée? La connaissait-il avant de m'épouser? A-t-elle été la maîtresse de quelque homme riche qui l'aurait laissée et n'est-elle pas soudain retombée à la charge de Gaston? J'ai fait des suppositions à l'infini, comme s'il y avait besoin d'hypothèses en présence des enfants. Le lendemain, je suis retournée à Paris et j'ai donné assez d'argent au portier de la maison pour qu'à cette question, « Madame Gaston est-elle mariée légalement ?» Il me répondit « Oui, mademoiselle. » 15 juillet. Ma chère, depuis cette matinée, j'ai redoublé d'amour pour Gaston et je l'ai trouvé plus amoureux que jamais. Il est si jeune. 20 fois à notre lever, je suis près de lui dire « Tu m'aimes donc plus que celle de la rue de la Ville-l'Évêque ?» Mais je n'ose m'expliquer le mystère de mon abnégation. « Tu aimes bien les enfants ?» lui ai-je demandé. « Oh oui, m'a-t-il répondu. Mais nous en aurons. » Et comment? J'ai consulté les médecins les plus savants et tous m'ont conseillé de faire un voyage de 2 mois. Gaston, lui ai-je dit, si j'avais pu aimer un absent, je serais restée au couvent pour le reste de mes jours. Il s'est mis à rire, et moi, ma chère, le mot voyage m'a tuée. Oh certes, j'aime mieux sauter par la fenêtre que de me laisser rouler dans les escaliers en me retenant de marche en marche. Adieu, mon ange, j'ai rendu ma mort douce, élégante, mais infaillible. Mon testament est écrit d'hier. Tu peux maintenant me venir voir, la consigne est levée. Accours recevoir mes adieux. Ma mort sera, comme ma vie, empreinte de distinction et de grâce. Je mourrai tout entière. Adieu, cher esprit de sœur, toi dont l'affection n'a eu ni dégoût, ni haut, ni bas, et qui, semblable à l'égale clarté de la lune, a toujours caressé mon cœur. Nous n'avons point connu les vivacités, mais nous n'avons pas goûté non plus à la vénéneuse amertume de l'amour. Tu as vu sagement la vie. Adieu. Chapitre 55. La comtesse de l'Estorade à Madame Gaston, 16 juillet. Ma chère Louise, je t'envoie cette lettre par un express avant de courir au chalet moi-même. Calme-toi. Ton dernier mot m'a paru si insensé que j'ai cru pouvoir, en de pareilles circonstances, tout confier à Louis. Il s'agissait de te sauver de toi-même. Si, comme toi, nous avons employé d'horribles moyens, le résultat est si heureux que je suis certaine de ton approbation. Je suis descendue jusqu'à faire marcher la police, mais c'est un secret entre le préfet, nous et toi. Gaston est un ange, voici les faits. Son frère Louis Gaston est mort à Calcutta, au service d'une compagnie marchande, au moment où il allait revenir en France riche, heureux et marié. La veuve d'un négociant anglais lui avait donné la plus brillante fortune. Après 10 ans de travaux entrepris pour envoyer de quoi vivre à son frère, qu'il adorait et à qui jamais il ne parlait de ses mécomptes dans ses lettres pour ne pas l'affliger, il a été surpris par la faillite du fameux Halmer. La veuve a été ruinée. Le coup fut si violent que Louis Gaston en a eu la tête perdue. Le moral, en faiblissant, a laissé la maladie maîtresse du corps et il a succombé dans le Bengale où il était allé réaliser les restes de la fortune de sa pauvre femme. Ce cher capitaine avait remis chez un banquier une première somme de 300 000 francs pour l'envoyer à son frère. Mais ce banquier, entraîné par la maison Halmer, leur a envoyé cette dernière ressource. La veuve de Louis Gaston, cette belle femme que tu prends pour ta rivale, est arrivée à Paris avec 2 enfants qui sont tes neveux et sans un sou. Les bijoux de la mère ont à peine suffi à payer le passage de sa famille. Les renseignements que Louis Gaston avait donnés au banquier pour envoyer l'argent à Marie Gaston ont servi à la veuve pour trouver l'ancien domicile de ton mari. Comme ton Gaston a disparu sans dire où il allait,
on a envoyé Madame Louis Gaston chez d'Arthez, la seule personne qui put donner des renseignements sur Marie Gaston. D'Arthez a d'autant plus généreusement pourvu aux premiers besoins de cette jeune femme que Louis Gaston s'était, il y a 4 ans, au moment de son mariage, enquis de son frère auprès de notre célèbre écrivain, en le sachant l'ami de Marie. Le capitaine avait demandé à d'Arthez le moyen de faire parvenir sûrement cette somme à Marie Gaston. D'Arthez avait répondu que Marie Gaston était devenue riche par son mariage avec la baronne de Macumer. La beauté, ce magnifique présent de leur mère, avait sauvé, dans les Indes comme à Paris, les 2 frères de tout malheur. N'est-ce pas une touchante histoire ? D'Arthez a naturellement fini par écrire à ton mari l'état où se trouvaient sa belle-sœur et ses neveux, en instruisant des généreuses intentions que le hasard avait fait avorter, mais que le Gaston des Indes avait eu pour le Gaston de Paris. Ton cher Gaston, comme tu dois l'imaginer, est accouru précipitamment à Paris. Voilà l'histoire de sa première course. Depuis 5 ans, il a mis de côté 50 000 francs sur le revenu que tu l'as forcé de prendre et il les a employés à 2 inscriptions de chacune 1200 francs de rente au nom de ses neveux. Puis il a fait meubler cet appartement où demeure ta belle-sœur en lui promettant 3 000 francs tous les 3 mois. Voilà l'histoire de ses travaux au théâtre et du plaisir que lui a causé le succès de sa première pièce. Ainsi, Madame Gaston n'est point rivale et porte ton nom très légitimement. Un homme noble et délicat comme Gaston a dû te cacher cette aventure en redoutant ta générosité. Ton mari ne regarde point comme à lui ce que tu lui as donné. D'Arthez m'a lu la lettre qu'il lui a écrite pour le prier d'être un des témoins de votre mariage. Marie Gaston y dit que son bonheur serait entier s'il n'avait pas eu de dette à te laisser payer et s'il eût été riche. Une âme vierge n'est pas maîtresse de ne pas avoir de tels sentiments. Ils sont ou ne sont pas, et quand ils sont, leurs délicatesses, leurs exigences se conçoivent. Il est tout simple que Gaston ait voulu lui-même en secret donner une existence convenable à la veuve de son frère quand cette femme lui envoyait 100 000 écus de sa propre fortune. Elle est belle, elle a du cœur, des manières distinguées, mais pas d'esprit. Cette femme est mère, n'est-ce pas dire que je m'y suis attachée aussitôt que je l'ai vue, en la trouvant un enfant au bras et l'autre habillé comme le baby d'un lord. Tout pour les enfants est écrit chez elle dans les moindres choses. Ainsi, loin d'en vouloir à ton adoré Gaston, tu n'as que de nouvelles raisons de l'aimer. Je l'ai entrevu, il est le plus charmant jeune homme de Paris. Oh oui, cher enfant, j'ai bien compris en l'apercevant qu'une femme pouvait en être folle. Il a la physionomie de son âme. À ta place, je prendrais au chalet la veuve et les 2 enfants en leur faisant construire quelques délicieux cottages et j'en ferais mes enfants. Calme-toi donc et prépare à ton tour cette surprise à Gaston. Chapitre 56 de Madame Gaston à la comtesse de l'Estorade. Ah, ma bien-aimée, entends le terrible, le fatal, l'insolent mot de l'imbécile Lafayette à son maître, à son roi. Il est trop tard. Oh, ma vie, ma belle vie. Quel médecin me la rendra? Je me suis frappée à mort. Hélas, n'étais-je pas un feu follet de femme destinée à s'éteindre après avoir brillé? Mes yeux sont 2 torrents de larmes et je ne peux pleurer que loin de lui. Je le fuis et il me cherche. Mon désespoir est tout intérieur. Dante a oublié mon supplice dans son enfer. Viens me voir mourir. Chapitre 57 de la comtesse de l'Estorade au comte de l'Estorade. Au chalet, 7 août. Mon ami, emmène les enfants et fais le voyage de Provence sans moi. Je reste auprès de Louise qui n'a plus que quelques jours à vivre. Je me dois à elle et à son mari qui deviendra fou, je crois. Depuis le petit mot que tu connais et qui m'a fait voler, accompagné de médecins à Ville d'Avray, je n'ai pas quitté cette charmante femme et n'ai pu t'écrire, car voici la 15e nuit que je passe. En arrivant, je l'ai trouvée avec Gaston, belle et parée, le visage riant, heureuse. Quel sublime mensonge! Ces 2 beaux enfants s'étaient expliqués. Pendant un moment, j'ai, comme Gaston, été la dupe de cette audace. Mais Louise m'a serré la main et m'a dit à l'oreille « Il faut le tromper, je suis mourante. » Un froid glacial m'a enveloppée en lui trouvant la main brûlante et du rouge aux joues. Je me suis applaudie de ma prudence. J'avais eu l'idée, pour n'effrayer personne, de dire au médecin de se promener dans le bois en attendant que je les fisse demander. « Laisse-nous,
dit-elle à Gaston. 2 femmes qui se revoient après 5 ans de séparation ont bien des secrets à se confier. Et René a sans doute quelques confidences à me faire. Une fois seule, elle s'est jetée dans mes bras sans pouvoir contenir ses larmes. « Qu'y a-t-il donc ?» lui ai-je dit. « Je t'amène, en tout cas, le premier chirurgien et le premier médecin de l'Hôtel-Dieu, avec Bianchon. Enfin, ils sont 4. »« Oh oui, s'ils peuvent me sauver, s'il est temps, qu'ils viennent !» s'est-elle écriée. Le même sentiment qui me portait à mourir me porte à vivre. « Mais qu'as-tu fait ?» Je me suis rendue poitrinaire au plus haut degré en quelques jours. Et comment ? Je me mettais en sueur la nuit et courais me placer au bord de l'étang dans la rosée. Gaston me croit enrhumée et je meurs. Envoie-le donc à Paris, je vais chercher moi-même les médecins. Ai-je dit en courant comme une insensée à l'endroit où je les avais laissés. Hélas, mon ami, la consultation faite, aucun de ces savants ne m'a donné le moindre espoir. Ils pensent tous qu'à la chute des feuilles, Louise mourra. La constitution de cette chère créature a singulièrement servi son dessein. Elle avait des dispositions à la maladie qu'elle a développée. Elle aurait pu vivre longtemps, mais en quelques jours, elle a rendu tout irréparable. Je ne te dirai pas mes impressions en entendant cet arrêt parfaitement motivé. Tu sais que j'ai tout autant vécu par Louise que par moi. Je suis restée anéantie et n'ai point reconduit ces cruels docteurs. Le visage baigné de larmes, j'ai passé je ne sais combien de temps dans une douloureuse méditation. Une céleste voix m'a tiré de mon engourdissement par ces mots. « Eh bien, je suis condamnée ?» que Louise m'a dit en posant sa main sur mon épaule. Elle m'a fait lever et m'a emmenée dans son petit salon. « Ne me quitte plus, m'a-t-elle demandé par un regard suppliant. Je ne veux pas voir le désespoir autour de moi, je veux surtout le tromper. J'en aurai la force. Je suis pleine d'énergie, de jeunesse et je saurai mourir debout. Quant à moi, je ne me plains pas. Je meurs comme je l'ai souhaité souvent, à 30 ans, jeune, belle, tout entière. Quant à lui, je l'aurais rendu malheureux, je le vois. Je me suis prise dans les lacs de mes amours comme une biche qui s'étrangle en s'impatientant d'être prise. De nous deux, je suis la biche, et bien sauvage. Mes jalousies à faux frappaient déjà sur son cœur de manière à le faire souffrir. Le jour où mes soupçons auraient rencontré l'indifférence, le loyer qui attend la jalousie, eh bien, je serais morte. J'ai mon compte de la vie. Il y a des êtres qui ont 60 ans de service sur les contrôles du monde et qui, en effet, n'ont pas vécu 2 ans. Au rebours, je parais n'avoir que 30 ans, mais en réalité, j'ai eu 60 années d'amour. Ainsi pour moi, pour lui, ce dénouement est heureux. Quant à nous deux, c'est autre chose. Tu perds une sœur qui t'aime et cette perte est irréparable. Toi seule, ici, tu dois pleurer ma mort. Ma mort, reprit-elle, après une longue pause pendant laquelle je ne l'ai vue qu'à travers le voile de mes larmes, porte avec elle un cruel enseignement. Mon cher docteur en corset a raison. Le mariage ne saurait avoir pour base la passion, ni même l'amour. Ta vie est une belle et noble vie. Tu as marché dans ta voie, aimant toujours de plus en plus ton Louis. Tandis qu'en commençant la vie conjugale par une ardeur extrême, elle ne peut que décroître. J'ai eu 2 fois tort, et 2 fois la mort sera venue souffleter mon bonheur de sa main décharnée. Elle m'a enlevé le plus noble et le plus dévoué des hommes. Aujourd'hui, la Camarde m'enlève au plus beau, au plus charmant, au plus poétique époux du monde. Mais j'aurai tour à tour connu le beau idéal de l'âme et celui de la forme. Chez Felipe, l'âme domptait le corps et le transformait. Chez Gaston, le cœur, l'esprit et la beauté rivalisent. Je meurs adorée, que puis-je vouloir de plus? Me réconcilier avec Dieu que j'ai négligé peut-être et vers qui je m'élancerai pleine d'amour en lui demandant de me rendre un jour ces 2 anges dans le ciel. Sans eux, le paradis serait désert pour moi. Mon exemple serait fatal, je suis une exception. Comme il est impossible de rencontrer des Felipe ou des Gaston, la loi sociale est en ceci d'accord avec la loi naturelle. Oui, la femme est un être faible qui doit, en se mariant, faire un entier sacrifice de sa volonté à l'homme, qui lui doit en retour le sacrifice de son égoïsme. Les révoltes et les pleurs que notre sexe a élevés et jetés dans ces derniers temps avec tant d'éclat sont des niaiseries qui nous méritent le nom d'enfants que tant de philosophes nous ont donné. Elle a continué de parler ainsi de sa voix douce que tu connais, en disant les choses les plus sensées de la manière la plus élégante jusqu'à ce que Gaston entra,
amenant de Paris sa belle-sœur, les 2 enfants et la bonne Anglaise que Louise l'avait priée d'aller chercher. « Voilà mes jolis bourreaux, a-t-elle dit en voyant ses 2 neveux. Ne pouvais-je pas m'y tromper, comme ils ressemblent à leur oncle. Elle a été charmante pour Madame Gaston l'aînée, qu'elle a priée de se regarder au chalet comme chez elle. Elle lui en a fait les honneurs avec ses façons à la Chaulieu qu'elle possède au plus haut degré. J'ai sur-le-champ écrit à la duchesse et au duc de Chaulieu, au duc de Rhétoré et au duc de Lenoncourt-Chaulieu, ainsi qu'à Madeleine. J'ai bien fait. Le lendemain, fatiguée de tant d'efforts, Louise n'a pu se promener. Elle ne s'est même levée que pour assister au dîner. Madeleine de Lenoncourt, ses 2 frères et sa mère sont venus dans la soirée. Le froid que le mariage de Louise avait mis entre elle et sa famille s'est dissipé. Depuis cette soirée, les 2 frères et le père de Louise sont venus à cheval tous les matins et les 2 duchesses passent au chalet toute leur soirée. La mort rapproche autant qu'elle sépare, elle fait taire les passions mesquines. Louise est sublime de grâce, de raison, de charme, d'esprit et de sensibilité. Jusqu'au dernier moment, elle montre ce goût qui l'a rendue si célèbre et nous dispense des trésors de cet esprit qui faisait d'elle une des reines de Paris. Je veux être jolie jusque dans mon cercueil, m'a-t-elle dit avec ce sourire qui n'est qu'à elle, en se mettant au lit pour y languir ces 15 jours-ci. Dans sa chambre, il n'y a pas trace de maladie. Les boissons, les gommes, tout l'appareil médical est caché. « N'est-ce pas que je fais une belle mort ?» disait-elle hier au curé de Sèvres, à qui elle a donné sa confiance. Nous jouissons tous d'elle en Navarre. Gaston, que tant d'inquiétudes, tant de clartés affreuses ont préparé, ne manque pas de courage, mais il est atteint. Je ne m'étonnerais pas de le voir suivre naturellement sa femme. Hier, il m'a dit en tournant autour de la pièce d'eau, « Je dois être le père de ces 2 enfants. » Et il me montrait sa belle-sœur qui promenait ses neveux. Mais quoique je ne veuille rien faire pour m'en aller de ce monde, promettez-moi d'être une seconde mère pour eux et de laisser votre mari accepter la tutelle officieuse que je lui confierai conjointement avec ma belle-sœur. Il a dit cela sans la moindre emphase et comme un homme qui se sent perdu. Sa figure répond par des sourires au sourire de Louise, et il n'y a que moi qui ne m'y trompe pas. Il déploie un courage égal au sien. Louise a désiré voir son filleul, mais je ne suis pas fâchée qu'il soit en Provence. Elle aurait pu lui faire quelque libéralité qui m'aurait fort embarrassée. Adieu, mon ami. 25 août, le jour de sa fête. Hier au soir, Louise a eu pendant quelques moments le délire. Mais ce fut un délire vraiment élégant qui prouve que les gens d'esprit ne deviennent pas fous comme les bourgeois ou comme les sots. Elle a chanté d'une voix éteinte quelques airs italiens des Puritani, de la Somnambula et de Mosè. Nous étions tous silencieux autour du lit et nous avons tous eu, même son frère Rhétoré, des larmes dans les yeux tant il était clair que son âme s'échappait ainsi. Elle ne nous voyait plus. Il y avait encore toute sa grâce dans les agréments de ce chant faible et d'une douceur divine. L'agonie a commencé dans la nuit. Je viens à 7 heures du matin de la lever moi-même. Elle a retrouvé quelques forces. Elle a voulu s'asseoir à sa croisée. Elle a demandé la main de Gaston. Puis, mon ami, l'ange le plus charmant que nous pourrons voir jamais sur cette terre, ne nous a plus laissé que sa dépouille. Administrée la veille à l'insu de Gaston, qui pendant la terrible cérémonie a pris un peu de sommeil, elle avait exigé de moi que je lui lusse en français le De Profundis. Pendant qu'elle serait ainsi face à face avec la belle nature qu'elle s'était créée. Elle répétait mentalement les paroles et serrait les mains de son mari, agenouillé de l'autre côté de la bergère. 26 août. J'ai le cœur brisé. Je viens d'aller la voir dans son linceul. Elle y est devenue pâle avec des teintes violettes. Oh, je veux voir mes enfants. Mes enfants. Amène mes enfants au-devant de moi. Paris, 1841. Et c'est donc la fin des mémoires de 2 jeunes mariés de Balzac. Voilà. J'espère que cette lecture aura été agréable, que le son était meilleur surtout. Et
Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour Gargantua, pour le théâtre, pour les caractères de Jean de la Bruyère que j'ai déjà commencé à lire. Merci beaucoup et à très bientôt.